Bonsoir chers téléspectateurs, un réel plaisir de vous retrouver sur votre chaîne panafricaine. Aujourd'hui, l'équipe de questions à débattre a l'honneur de recevoir sur ce plateau un fervent défenseur de l'intégration économique africaine, le maire de Sandiara, une commune située dans le département d'Umbour, dans la région de Thiès, ancien ministre conseiller chargé de l'agriculture, par ailleurs candidat à la présidentielle de février 2024, Monsieur Serigne Gueye Diop. Bonsoir Monsieur Diop. Bonsoir Madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de vous accueillir et de passer ces moments avec vous. D'accord. Monsieur Diop, ingénieur agronome, vous êtes docteur en biochimie et sciences et technologies. Vous avez été directeur général du Centre de recherche et de développement Afrique et Moyen-Orient du groupe Nestlé. Vous avez été ministre conseiller de l'agriculture du chef de l'État. Est-ce que cette petite présentation reflète votre parcours ou vous avez quelque chose à ajouter? Oui, merci beaucoup. Je pense que la présentation est assez complète. En fait, il faut juste savoir que je suis aussi ingénieur des industries alimentaires. J'ai 5 diplômes d'ingénieur, donc c'est difficile toujours de suivre mes formations universitaires. Je suis aussi MBA en gestion marketing, diplômé aussi du MIT de Boston aux États-Unis. Et je suis en dehors de ces aspects académiques, politiques que j'ai enseigné. Je suis plus chercheur, inventeur. Je pense que je suis l'auteur de quelques brevets d'invention, des Cerelac 1000. Je pense aussi que je suis surtout président d'une association qui s'appelle Passeport pour l'avenir, une association que j'ai créée et qui m'a permis de construire le lycée de Sandiara, que j'avais offert à l'État pour une valeur de 850 millions en 2012. Vous étiez dans le groupe Benno Bokk Yakaar, mouvance présidentielle. Pourquoi vous avez quitté? Pourquoi vous êtes candidat? Vous avez déclaré candidat? Oui, je pense qu'il faut remonter beaucoup plus loin. Je suis un Sénégalais qui a beaucoup servi à l'étranger. J'ai quitté le Sénégal dans les années 87-88 pour faire mes études d'abord. Ensuite, j'ai fait une carrière en Suisse, à Nestlé, comme vous l'avez dit. J'ai fait presque le tour du monde, 65 pays. Et quand, en 2012, ce vent du changement a tourné, j'ai décidé de rentrer au Sénégal pour aider le gouvernement. Et ce n'est qu'en 2014 d'ailleurs que j'ai été élu maire de Sandiara. Ensuite, c'est en 2015 que je suis rentré pour mettre mon savoir-faire à la disposition du pays. Ça à 2 niveaux. Le premier, c'est le niveau d'abord local. Je voulais développer au niveau de Sandiara une structure industrielle unique dans ce pays-là, une structure agricole unique, pour montrer qu'à l'échelle locale, nous pouvons créer de la valeur, nous pouvons créer des emplois. Et en même temps, le président Macky Sall, qui venait d'être élu, a voulu que je l'aide dans la stratégie de développement industriel et dans la stratégie de développement agricole. Donc c'est à ce titre-là que je les ai effectivement conseillés, jusqu'à ce que je décide moi-même de partir, de prendre mon propre chemin. Et je dois dire que pendant cette période, j'ai surtout essayé de me concentrer sur les questions difficiles de création d'emplois, les questions difficiles de réduction de résolution des problèmes de pauvreté, de formation professionnelle des jeunes, du financement des femmes. Et je pense que c'est là où peut-être qu'on a le plus réussi. Vous étiez conseiller du président Macky Sall en industrie et agriculture. Est-ce que vous avez essayé de convaincre le chef de l'État afin que ces initiatives que vous avez réussies à Sandiara soient multipliées à travers le Sénégal? Absolument. En fait, c'est ça un peu ma déception, c'est que quand vous rentrez en tant qu'expert, comme je vous l'ai dit, je suis expert dans ces différents domaines industriels, agricoles, recherche, ainsi de suite. Vous avez envie, vous avez une flamme intérieure qui vous pousse à se dire on va changer les choses, je vais pouvoir conseiller, je vais pouvoir orienter. Et ce que j'ai essayé de faire, dans le domaine par exemple de l'industrie, j'ai été à la base de la zone économique spéciale de Sandiara, comme vous le savez. J'ai écrit beaucoup de documents, beaucoup de stratégies dans ce domaine-là. Dans le domaine aussi agricole, vous êtes au courant que je suis aussi le président de l'agropôle intercommunal de Sandiara, Malicounda et Nguyen, que j'ai aidé moi-même à développer, toujours sous le contrôle de l'État, même le financement. J'ai aussi réussi à participer à cela. J'ai essayé aussi d'aider l'État au niveau des problèmes de santé, comme le Mercyship. Vous êtes au courant que le bateau hôpital qui venait du Texas, un bateau de plus de 200 milliards, que j'ai fait venir au Sénégal pendant 4 ans,
Voilà. Mais mieux que ça, j'ai aussi convaincu le chef de l'État, le ministre de la Force, d'aller en Suisse pour comprendre comment ces pays, Suisse, Allemagne, Autriche, ont résolu aussi la question du chômage des jeunes par ce qu'on appelle la formation duale, la formation école-entreprise, comme ce que je suis en train de faire à Sandiara. C'est ça qui a donné naissance au lycée technique professionnel de Sandiara. Et c'est pour ça que j'ai décidé, en tout cas, de prendre mon propre chemin, de me concentrer d'abord sur Sandiara au cours de ces derniers 10 ans, de me dire, mais si ce que je conseille à l'État, si je le faisais moi-même. C'était ça un grand défi. Comment arriver, sans les moyens de l'État, d'amener 32 usines? C'était ça mon objectif. Comment arriver, sans les moyens de l'État, d'amener 16 agropoles intercommunales? Comment amener le port sec malien? On va en parler, j'espère. Faire en sorte que tous ces camions maliens qui venaient au Sénégal puissent trouver un véritable port, une véritable zone d'accueil. Et comment faire en sorte aussi de régler surtout la question du chômage. Je crois que c'était ça les grandes questions et c'est ça, je pense, où nous avons, au cours de ces 10 dernières années, réglé beaucoup de problèmes d'ordre technique, d'ordre social, d'ordre agricole également. Et nous avons aussi beaucoup contribué à l'éducation des jeunes et la formation professionnelle des jeunes. D'accord. Monsieur Diop, tout ce que vous avez évoqué, le régime actuel a essayé de le mettre en œuvre. Selon vous, pourquoi cela n'a pas marché? Je pense que c'est une question de ressources humaines. Vous savez, vous l'avez dit tout à l'heure, j'étais patron de la recherche du groupe en Afrique. Moi, quand je recrute du personnel, j'ai 3 critères. Le premier critère, c'est le critère de compétence. Est-ce que la personne que vous choisissez, qu'elle soit ingénieure, agronome ou dans le domaine de la presse ou dans le domaine médical, est-ce qu'elle est compétente d'abord? Je crois que ça, c'est le premier critère. L'autre critère, c'est est-ce qu'elle a le leadership nécessaire pour mener une équipe? Vous pouvez être compétent techniquement, mais vous n'êtes pas capable d'animer une équipe. Ça, c'est le deuxième critère. Et le troisième critère, c'est le critère d'engagement. Est-ce que la personne, elle est engagée? Est-ce qu'elle va travailler 14 heures par jour, comme je le fais? Et je crois que c'est ces critères-là que le président n'a pas réussi. Il n'a pas réussi à travers ses ministres de la formation professionnelle, à travers ses ministres de l'agriculture, de l'industrie, ces ministres dans différents domaines d'ailleurs qui sont aujourd'hui les domaines où on a le moins réussi. Vous voyez le chômage des jeunes. Je crois que c'est ça en réalité. Et c'est ça qui fait que, quelles que soient les ressources financières que vous avez, qu'elles soient du pétrole, du gaz, de l'or, tant que vous n'avez pas les bonnes personnes qui sont compétentes, comme on le fait nous dans le monde de l'industrie, dans le monde de la télévision, dans tout. Les ressources humaines, c'est le premier capital d'un pays, c'est le premier capital d'une entreprise. Et je pense que c'est ça qui est l'explication là. L'autre explication, c'est aussi la gouvernance. Vous savez, quelles que soient les ressources, que vous soyez riche ou pauvre, il faut que la gouvernance soit vertueuse. Il faudrait que les ressources de l'État soient utilisées à bon escient. Et aujourd'hui, on est tous témoins des accusations sur les fonds Covid, 1000 milliards, dont on ne sait pas jusqu'à présent. Ça veut dire que vous décriez la gestion. Exactement. Vous décriez la gestion du chef de l'État. Absolument, la gestion du chef d'État, du gouvernement, de ses ministres, mais surtout le fait qu'il n'y a pas eu justement de poursuite jusqu'au bout. Il n'y a pas eu une reddition des comptes. Je pense un État, en tout cas le Sénégal que je compte diriger, ça sera un État où ça, ce n'est pas possible. Quand on vous confie des fonds, quand on n'arrive pas à identifier où sont partis tel ou tel fonds important, constitué des fonds de type Covid, des fonds de jeunesse, ça c'est totalement inacceptable. Et je pense que tout État responsable doit tirer ce genre de choses-là au clair. Mais M. Diop, vous étiez de la mouvance présidentielle. On peut dire que vous serez comptable du bilan de Macky Sall. Non, j'ai toujours dit que vous avez 2 positions. Si vous êtes ministre dans un gouvernement avec un portefeuille, vous êtes parfaitement comptable. C'est-à-dire vous êtes dans l'exécution. Vous êtes responsable d'un budget, de ressources humaines. Vous êtes responsable au niveau des résultats. Par contre, comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais été ministre avec portefeuille dans un gouvernement. J'étais conseiller technique, ensuite conseiller spécial, ensuite ministre conseiller. Et j'ai toujours pensé que mon rôle ne pouvait pas dépasser le conseil. Vous voyez, c'est quand je viens vous conseiller, voir la peinture des murs de votre maison, en réalité, je ne peux que vous donner le conseil. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas être comptable d'un bilan
où il y a eu des bébés qui sont morts, où il y a eu des jeunes qui partent en mer, etc. Moi, ce dont je suis responsable, c'est Sandiara. À Sandiara, j'ai essayé, il y a 10 ans, les jeunes aussi allaient à Dakar. Il y a 10 ans, les jeunes n'avaient pas d'espoir. Il y a 10 ans, les femmes étaient des bonnes, elles venaient à Dakar. 10 ans plus tard, j'ai créé 5000 emplois. 5000 emplois dans une petite zone de 30 000 habitants. J'ai créé pratiquement l'équivalent de 20 écoles, lycées, collèges construits par la commune. J'ai moi-même offert à la communauté 850 millions pour construire un lycée. Donc, au niveau de Sandiara, j'ai pensé que l'élu local, qui est presque un gouvernement local, entre guillemets, sans même les ressources de l'État, parce qu'il faut savoir que sur notre budget, l'État contribue à peine pour moins de 150 millions. Mais nous avons réussi à porter notre budget avec les redevances agricoles et redevances industrielles à un niveau très élevé, presque de 1 milliard et quelques. Donc là, c'est là où vous êtes comptable. Parce que là, vous avez un conseil municipal qui vous a élu, vous avez des populations qui vous ont élu, et ils vous ont élu 2 fois. Là, je suis à mon 2e mandat. Si je demande un 3e mandat, je l'aurai. Sauf que là, je suis plus maintenant dans le mandat présidentiel et je pense que là, c'est là où je suis vraiment comptable. Et là, quand je suis en charge de l'exécutif, on voit les résultats. J'ai fait investir 65 milliards à Sandiara, dans la zone industrielle, avec les 16 usines dont je vous ai parlé, dans la zone industrielle. J'ai fait investir 53 milliards sur 1250 hectares dans l'agropole de Sandiara. Et là, dans les investissements privés, on a fait investir plus de 30 milliards dans ce qu'on appelle les agropoles, les petites agropoles de pommes de terre, de melons, d'aviculture, ainsi de suite. Donc, sur une période de 10 ans, nous avons réussi, par nos propres réseaux, par notre connaissance à travers le monde, au Japon, en France, aux États-Unis, quelque chose comme 150 milliards. Alors, imaginez que les 557 maires du Sénégal, chacun puisse faire exactement, pas comme moi, parce que c'est difficile à faire, mais chacun puisse investir juste 10 milliards dans sa commune, alors on pourrait vraiment largement développer ce pays. D'accord. Alors, des jeunes quittent le Sénégal clandestinement. Que comptez-vous faire pour arrêter cette vague de départ? Alors, il faut comprendre d'abord les raisons. En science, si vous voulez régler un problème, en tout cas nous, en recherche scientifique, on commence par faire d'abord un diagnostic. C'est quoi la maladie? Comme ça va permettre de voir est-ce que la maladie elle est liée à des virus, à des bactéries, ainsi de suite. Cet exode des jeunes, qui est un véritable fléau que je regrette. Je profite d'ailleurs de votre émission pour présenter mes condoléances à ces familles endeuillées. En réalité, elle est liée à une seule chose, c'est le désespoir. Elle est liée à une seule chose, c'est le chômage. Elle est liée à une chose, c'est le manque en fait de perspective. Quand un jeune a 25 ans, 30 ans, il faut se mettre à leur place. Moi, quand j'avais 20 ans, 30 ans, la seule chose que j'avais envie de faire, c'est occuper ma place dans la société, c'est devenir chercheur, universitaire, ingénieur. Ensuite, après mes études, j'ai envie tout de suite de servir le pays. Et quand ces jeunes-là n'ont plus justement ces rêves en perspective, s'ils n'ont plus ces opportunités en perspective, en fait, ils quittent le pays. Mais ce qui me fait beaucoup plus mal, c'est qu'ils quittent le pays dans l'incertitude d'arriver justement à destination. Et ce risque-là de mourir ou d'arriver, ça montre vraiment le niveau de désespoir. Et c'est pour cette raison-là que je pense qu'il est de notre rôle, nous, en tant qu'hommes politiques, de rétablir cet espoir-là. Moi, je veux être le président de l'espoir des jeunes. Vous n'entendrez jamais dans ces jeunes qui partent, parmi eux, il n'y a pas des jeunes de Sandiara. Parce que les jeunes de Sandiara, justement, j'ai réussi à leur créer 5000 postes d'emploi dans l'agriculture, dans le business. Ceux qui ne veulent pas travailler, on a réussi à leur donner un financement de 200 millions chaque année. Pendant que les femmes, on a fait la même chose. Donc en réalité, il y a des solutions. Ces solutions, c'est l'industrialisation du pays. Et vous pensez que l'industrialisation est la meilleure solution? Alors, pour l'histoire du monde, vous vous souvenez, en 1895, c'est les premières inventions des machines à vapeur de James Watt, l'invention de l'électricité en 1900. Et l'Angleterre a commencé sa révolution industrielle. Cette révolution industrielle a permis en réalité à l'Europe de nous dépasser sur le plan technologique, sur le plan financier, à faire en sorte que l'Europe aujourd'hui fabrique des télévisions que nous achetons, des voitures que nous achetons, des caméras. Et finalement, si vous regardez votre environnement, tout est produit industriel.
Voilà, l'industrie chimique, l'industrie pharmaceutique, l'industrie automobile, électronique. Je vais vous citer 1000, je suis ingénieur industriel. En réalité, c'est le secret de l'Europe. C'est le secret qui fait que l'Europe, d'ici 100 ans, si justement on ne comprend pas que c'est le secret qu'il faut le percer pour qu'on puisse aussi... On va connaître dessus, nous serons des consommateurs. Nous, en fait, il y a deux mondes. Il y a le monde de la production, c'est l'Europe et les États-Unis, le monde développé, les pays industriels comme on l'appelle. L'Asie a compris ça très tôt, c'est pour ça que la Chine est devenue industrialisée, Taïwan, les 5 dragons. Et il y a le monde de consommateurs, c'est nous l'Afrique. Alors moi, ce que je veux, c'est que l'Afrique passe d'un statut, le Sénégal en particulier, de pays consommateur à pays producteur industriel, producteur de machines, de voitures, de télévisions, de caméras, de peintures, ainsi de suite. Et je crois que c'est ça en réalité mon programme. On estime qu'au Sénégal, le coût de la vie est très cher. C'est la réalité, c'est la réalité. Vous savez, si vous subissez les coûts des chocs exogènes, c'est-à-dire le pétrole, vous n'avez aucun impact sur le pétrole, vous n'avez pas des politiques également budgétaires très strictes, vous n'avez pas un État qui essaie de voir quelles sont les dépenses prioritaires. On fait beaucoup de dépenses qui impactent en fait la dette publique. Et à la fin, ça, si vous voyez par exemple le cas de la zone de Diamniadio, il y a beaucoup d'investissements à Diamniadio. Par contre, on se demande quel est l'impact sur l'emploi, par exemple. Je crois que c'est pour cette raison-là qu'effectivement, le coût de la vie est devenu très cher, parce que le budget qu'on a ne suffit pas en réalité pour couvrir. Et pour le savoir d'ailleurs, il faut aller. Je viens de 2 tournées nationales, au nord du Sénégal, au sud, et effectivement, la vie est très chère. La vie est très chère, les gens n'arrivent pas à manger 3 fois par jour. J'étais aussi dans la banlieue, j'étais en Casamance, j'étais au Fouta, j'étais un peu partout dans le Sénégal. Effectivement, c'est cher. Et là, il faut le régler. En tout cas, si je prends le pouvoir, la première des choses que je vais faire, c'est de subventionner toutes les denrées alimentaires. Parce qu'avec le gaz et le pétrole, il faut savoir que l'énergie est la principale source d'augmentation des frais de transport, vous le savez. L'énergie est la principale source d'augmentation des coûts de l'électricité, si vous avez du pétrole à bas prix. Si vous avez du gaz à bas prix, vous savez que vous pouvez produire des engrais à bas prix, l'urée. Si vous avez du pétrole. Donc le fait d'avoir du pétrole et du gaz me permettra, en tout cas dans l'année qui vient déjà, de pouvoir baisser de façon drastique le coût du courant, le coût du gaz, le coût aussi de l'énergie au niveau des foyers, mais surtout arriver aussi à une solidarité sociale. Les cartes de solidarité qu'il faut faire pour que les Sénégalais, les ménages les plus faibles puissent aussi bénéficier en tout cas de subventions, pour que le prix du riz et de l'huile aussi puisse baisser à des niveaux. Et ça, c'est des mesures d'urgence. Maintenant, par contre, dans le moyen et le court terme, la seule solution, c'est augmenter ce qu'on appelle la productivité à l'hectare et augmenter la production agricole pour que justement qu'on importe moins de riz, qu'on importe moins d'huile, ainsi de suite. Et je crois que c'est ces deux qu'il faut combiner pour arriver donc à baisser le coût de la vie. Monsieur Diop, vous avez suivi tout le Sénégal à la recherche des parrains. Quelle appréciation faites-vous du parrainage? Est-ce que vous allez franchir le cap du parrainage? Oui, j'ai déjà franchi le cap de parrainage. Je pense qu'on a franchi le cap des 100 000 parrains depuis longtemps. Nous allons déposer nos parrainages dès la semaine prochaine. Nous allons déposer nos cautions dès la semaine prochaine. Vous savez, moi, mon objectif, ce n'était pas le parrainage. Et je savais que mon programme, mon objectif, c'est vraiment prendre le pouvoir. Mon objectif, c'est gagner ces élections présidentielles. Parce que vous savez, les Sénégalais, quand vous allez à leur rencontre, ils vous disent que nous sommes fatigués. Nous avons eu beaucoup d'espoir, nous avons essayé de soutenir le président, nous avons eu beaucoup pour gagner ces élections. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Et c'est pour cette raison-là que nous avons fait en sorte que d'aller au contact des Sénégalais pour comprendre les problèmes. Parce qu'une chose, c'est d'établir le programme que vous avez, mon programme en 10 points, qui parlait de l'immigration, les émigrés qu'il faut faire rentrer, qui parlait des services militaires, de la formation professionnelle des jeunes, qui parle également de l'augmentation du budget de l'État, du budget des communes, de 54 milliards à 700 milliards, 10% du budget, un programme pour le retour programmé des émigrés, des experts et tout cela. Et finalement, vous vous rendez compte que ce programme répond, fait écho auprès des Sénégalais de l'intérieur. D'accord. Monsieur Diop, êtes-vous avec d'autres leaders dans votre mouvement Sénégal en mouvement vers l'excellence?
Absolument, absolument. Non, non, nous sommes un groupe d'une dizaine de partis où on se concerte déjà, où on est en train de mettre en place une plateforme commune, parce qu'aujourd'hui, personne ne peut gagner les élections seul. On est obligé de travailler d'abord avant le premier tour, de travailler même au deuxième tour pour pouvoir gouverner ensemble. Aujourd'hui, l'ère des partis uniques, des partis super puissants qui peuvent gagner les élections est résolue. Deuxièmement, il faut aussi s'ouvrir aux autres. Quel que soit le programme que vous avez, sa qualité, vous avez toujours besoin d'autres leaders qui vont venir vers vous pour pouvoir partager vos expériences, pour pouvoir aussi apporter en tout cas leur pierre. Donc c'est sous ce double angle-là, l'ouverture politique pour gouverner ensemble, et sous l'angle aussi de l'enrichissement mutuel de nos programmes économiques, sociaux, diplomatiques, ainsi de suite, parce que là aussi il faut qu'on ait des programmes diplomatiques plus intégrateurs de l'Afrique de l'Ouest, j'espère qu'on va en parler, qui nous permettront de commercer beaucoup plus entre le Sénégal et le Mali, entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, entre le Mali et ainsi de suite, et surtout avoir une monnaie assez forte au niveau de l'Afrique. Je ne vois pas pourquoi on devrait, l'Afrique avec ses 54 pays devrait continuer à utiliser des monnaies arrimées à d'autres monnaies au lieu de créer notre propre monnaie. Bref, je pense que c'est important aujourd'hui que tous les intellectuels, tous les leaders africains, sénégalais en tout cas, puissent se mettre ensemble pour travailler dans un gouvernement très ouvert qui va prendre en charge donc les destins du Sénégal. D'accord. Vous connaissez la sous-région. Vous étiez en Côte d'Ivoire, au Mali, au Niger. Alors, quelle lecture faites-vous de la situation de la sous-région, notamment au regard de la situation qui prévaut au Mali, Niger et au Burkina Faso? Non, d'abord, un sentiment de solidarité. Le Mali est un pays frère. Le Mali est et le Sénégal, c'est la même devise, un peuple, un but, une foi. C'est les mêmes peuples, c'est la même histoire. D'ailleurs, pour le confirmer, je suis l'un des rares maires à avoir créé le port sec malien qui aujourd'hui abrite plus de 500 camions maliens. On va d'ailleurs construire un grand projet avec justement le Mali à Sandiara. Ceci dit, c'est une situation qui est triste. Parce qu'aujourd'hui, quand ces pays frères sont en crise, le Sénégal ne doit pas du tout regarder cette crise se faire sans intervenir. Nous devons aider nos frères maliens à trouver une solution, à faire ce passage vers la transition. Nous devons aider nos frères du Burkina Faso, nos frères aussi du Niger. Avec le Mali, nous devons même aller beaucoup plus loin. Parce que vous êtes au courant que le port de Dakar, c'est 4,5 millions à 5 millions de tonnes de marchandises qui sont justement exportées du Mali ou qui sont exportées vers le Mali à partir du port de Dakar. Donc sur le plan, en dehors de cet aspect purement fraternel et humanitaire, solidarité africaine, il y a aussi une intégration économique. Le Sénégal ne peut rien faire sans le Mali ne peut rien faire dans le Sénégal. Donc je voulais lancer un appel à tous les États, en tout cas africains, à tous les pays de la sous-région, de l'IMOA, de la CEDEAO, pour aider le Mali à justement passer cette période de transition. D'accord. Juste une dernière question, M. Diop. Avez-vous d'autres préoccupations qui vous tiennent vraiment à cœur ou des messages à délivrer à l'endroit de la diaspora? Absolument. Vous savez, moi-même, je suis un produit de la diaspora. Comme je vous ai dit, j'ai quitté le Sénégal très tôt pour aller faire mes études d'ingénieur en France, en Angleterre, aux États-Unis. Et j'ai travaillé après en Suisse, dans une douzaine de pays dans le monde. Et j'ai trouvé cette diaspora, dont d'ailleurs j'étais le président des cadres sénégalais en Côte d'Ivoire. On était plus de 50-60 cadres. Et ce qui m'a frappé, c'est que les cadres de la diaspora et les Sénégalais de la diaspora, ils ont 3 caractéristiques qui font que j'ai envie de les faire revenir. Le premier, c'est souvent la compétence. J'ai trouvé des Sénégalais hautement compétents. Quand j'étais à Abidjan, pratiquement, les patrons des plus grandes sociétés, ils étaient tous des Sénégalais. C'était moi à Nestlé, un autre Sénégalais à Total, un autre à MTN, ainsi de suite. Deuxième chose, c'est que c'est des gens qui aiment le pays. Combien d'entre nous ont investi dans des écoles, dans des mosquées? Combien d'entre nous entretiennent leur famille restée au Sénégal, donnent des bourses au Sénégal? Et troisièmement, c'est qu'ils ont quelque chose qui est unique, c'est le réseau.
C'est comme moi. Si je n'étais pas venu à Sandiara en amenant ces dizaines d'usines, avec ces dizaines d'investisseurs, parce qu'ils me font confiance, en fait, ces gens ne seraient pas venus. Si vous voulez qu'une économie se développe, il faut développer ce qu'on appelle les PME, les petites et moyennes entreprises. Et ces petites et moyennes entreprises, ces entreprises familiales, il leur manque de façon criarde le financement. Donc j'ai la chance de regrouper toutes les grandes banques publiques du Sénégal, la BNDE, la Caisse de dépôt qui va venir en appoint, le Crédit Agricole, le Fonds GIP, le Fonds 6, pour en faire une banque suffisamment puissante qu'elle va pouvoir maintenant compéter avec les banques marocaines, les banques françaises. Ça va permettre de réduire le taux d'intérêt et de pouvoir financer maintenant les fonds que je veux créer, c'est-à-dire le fonds des PME, le fonds des femmes, le fonds des jeunes, le fonds justement de l'artisanat, le fonds de la pêche, ainsi de suite. Je pense que c'est ça qui nous manque. L'autre chose aussi que j'aimerais bien faire, c'est modifier, changer la formation professionnelle. J'ai l'intention de changer tout le curriculum. Il y aura les stages généraux de l'éducation nationale pour augmenter l'enseignement des mathématiques, de la science, de la chimie au niveau des écoles, à partir du primaire jusqu'en terminale. Deuxièmement, à partir de la 3e ou du CM2, nous allons maintenant créer des lycées de formation professionnelle. On ne peut pas tous aller à l'université, ce n'est pas une bonne chose. Nous devons faire en sorte que la majorité des jeunes Sénégalais, 50% minimum, puissent dès la 3e, dès le CM2, puissent aller vers 100 métiers, du métier du primaire, de l'agriculture, de l'élevage, mais du métier du secondaire, la soudure, l'électricité, l'électronique, des métiers du tertiaire, de la logistique, ainsi de suite. Je pense que c'est ça où le Sénégal s'est trompé. On a suivi un modèle qui est le modèle universitaire classique, alors que le modèle qu'on devrait suivre, c'est le modèle plutôt allemand, c'est le modèle américain, c'est le modèle suisse, où le métier est valorisé. Pas seulement les diplômes, docteur d'État, docteur de ceci, ainsi de suite. Et à la fin, on voit les résultats, les jeunes sortent Master 1, Master 2, mais après, c'est un Master qui conduit au chômage. Merci beaucoup. La chaîne panafricaine vous remercie de votre disponibilité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi votre émission Ces questions à débattre. Je vous donne rendez-vous prochainement avec une autre personnalité. Merci et bonsoir.